Merci d'être venu aujourd'hui pour cette première séance du séminaire pluralisme. Comme vous pouvez le voir, ça va être enregistré et diffusé à la fois sur la radio transmission, la radio de l'ENS, et en podcast sur le site du séminaire qui est séminaire-pluralisme.wordpress.com. Donc vous pourrez avoir toutes les séances enregistrées, même si voilà, je compte sur votre présence, parce qu'à la fois c'est un soutien, et puis les séminaires d'élèves sont basés sur la participation justement, et la discussion, donc l'intérêt et la présence en cours, afin de discuter des thèmes qu'on va aborder, des cours que moi-même je vais faire, et des présentations à la fois des doctorants qui participent au séminaire, enfin doctorants et jeunes chercheurs en général, et puis des professeurs que je vais inviter tout au long de l'année. Et c'est évidemment une chance de pouvoir discuter avec eux, donc il faut venir aux séances. Voilà, je compte sur vous. Donc c'est un séminaire que j'initie d'animer dans le département suite à des recherches personnelles que j'ai faites l'an dernier à Princeton, où je suis parti 1 an en séjour d'études, et où j'ai pu découvrir un peu plus la philosophie américaine et de nombreuses questions très intéressantes qui se posent dans son sein. Et voilà, mais le cadre de ce séminaire c'est beaucoup plus large que la philosophie américaine. J'ai abordé beaucoup de points avec les invités qui ont bien voulu répondre à ces invitations. Et voilà, c'est un séminaire qui est très large, qui ne demande pas de spécialisation, même s'il y aura pas mal de points techniques évidemment. Et voilà, j'espère que chacun d'entre vous, et puis les gens qui arriveront aux séances suivantes, voudront bien jouer le jeu et participer avec un réel engagement de votre côté, puisque voilà, on peut avoir des engagements assez forts sur la question du pluralisme. Moi-même, je ne sais pas si je suis un pluraliste convaincu, mais en tout cas, je cherche à avoir des positions voilà, en ontologie, en cosmologie, relativement constructiviste, et en tout cas à penser, oui, s'il est possible de concevoir une pluralité notamment de mondes ou de modes d'être ou de modes d'existence de manière construite, mais je sais qu'il y en a parmi nous qui peuvent concevoir un pluralisme de manière plus réaliste, par exemple, et voilà, nous sommes là pour confronter les idées et avancer ensemble d'une manière assez ouverte sur ces domaines. Donc n'hésitez pas à intervenir, à proposer des interventions sous forme de petits topos, de présentations de recherche ou même d'une séance complète. Et puis voilà, les séances se passeront généralement sur une forme d'une présentation d'1 heure, 1 heure et demie, suivie d'une discussion. Donc là aussi, je compte sur vous. Et puis je fournirai des textes au fil des séances. Donc ce sera aussi l'objet de discussions ensemble, et les textes seront aussi disponibles sur le site. Donc j'écrirai l'adresse au tableau tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas noté. Voilà, donc le séminaire va s'organiser sur toute l'année, donc tous les jeudis, avec un programme qui pour l'instant n'est pas encore complètement déterminé, parce que tous les invités n'ont pas fixé de date précise. Mais qui va en gros aborder d'abord sur au moins le premier semestre des questions de cosmologie et d'ontologie. Je vais commencer aujourd'hui par une séance introductive qui va poser les grands axes problématiques qui vont se poser à nous tout au long de l'année. Bienvenue Martin, bonjour. Et voilà, et la semaine prochaine, je vais aborder la question pluraliste telle qu'elle se pose, on va dire, de la manière la plus intense dans la philosophie contemporaine, avec la philosophie de William James, et puis l'approche d'auteurs anglo-saxons qu'a pu introduire en France un philosophe comme Jean Wahl. Ensuite, nous aurons une période un petit peu plus historique de quelques séances où nous entendrons des élèves qui présenteront des recherches personnelles sur les rapports entre pluralisme et perspectivisme dans la pensée de Machiavel, sur la question des pluralismes dans la métaphysique classique, et Victor Béguin fera un topo là-dessus en allant jusqu'au pluralisme chez Leibniz. Et puis ensuite, on aura aussi un point sur le pluralisme des atomistes avec Heinz Wiesmann, qui a accepté notre invitation et qui interviendra le 21 novembre.
avant voilà, des questions plus contemporaines sur à la fois la philosophie américaine, Nelson Goodman, mais aussi la philosophie française contemporaine, Deleuze, la philosophie pragmatiste, avec une intervention de Claudine Tiercelin, ou encore la phénoménologie. Et dans la deuxième partie de l'année, nous aurons des interventions sur des sujets relatifs à l'ontologie toujours, mais dans un cadre anthropologique cette fois, avec l'intervention notamment de Philippe Descola et Martin Fortier ici présent qui en fera également la critique et puis l'analyse. Et avant d'aborder la question de l'accès au réel et aux potentielles pluralités du réel, avec des questions d'épistémologie et des interventions de Bruno Latour, de Michel Serres, de Stéphanie Ruffy, qui a publié cet été un livre sur les pluralismes épistémologiques. Et finalement, c'est un programme très vaste, hein, mais on reviendra en fait sur le point normatif à partir duquel on va démarrer aujourd'hui, un petit peu en tout cas, avec le repositionnement de la question pluraliste dans les champs de la politique et de la morale, et puis aussi du politique et droit, puisqu'on aura une intervention d'Isabelle Delplat, vraisemblablement sur le pluralisme juridique. Avant un bilan du séminaire, donc, qui finit le 15 mai. Voilà. Si vous avez des questions, j'imagine que non. Enfin, j'espère que tout cela vous intéressera en tout cas. Bon. Donc j'ai dit à l'instant qu'on allait commencer par aborder au premier semestre les points ontologiques et cosmologiques de la question pluraliste, mais pour introduire à ces questions qui sont relativement complexes, je pense qu'il n'est pas inutile de faire un détour par le niveau normatif de la question, sur lequel nous reviendrons en détail donc à la fin de l'année, mais qui nous permettra de poser d'emblée, de manière claire, quelques problèmes auxquels quelqu'un qui veut penser sérieusement au pluralisme doit se confronter, tout en nous offrant déjà un aperçu des continuités problématiques dont nous prendrons acte tout au long de cette année entre les domaines de la philosophie et les grands ordres de questions étudiés. Si j'ai voulu donc cette année aborder la question du pluralisme, c'est entre autres choses parce que celui-ci est défendu comme une valeur. Je l'expliquais lors de la présentation des séminaires. Et de nos jours, on n'en a pas toujours une idée précise, mais justement il est défendu dans le champ politique notamment, et il convient à mon sens de le décrire de manière précise avant de le prescrire, ce qui nous permettra de nous rendre compte de l'adéquation ou non d'une telle prescription à la réalité déjà existante, permettra aussi de savoir si cette prescription trouve ou non un appui dans l'être, et si c'est ainsi qu'on doit ou non défendre le pluralisme comme valeur. Mais justement, ce n'est que sous le jour nouveau qui l'éclairera du questionnement ontologique et cosmologique que nous pourrons répondre à des questions de ce type, donc plutôt à la fin de l'année. Pour l'heure, on peut examiner ce que nous entendons communément par pluralisme. Bonjour, bienvenue. Par pluralisme, donc, on songe généralement à une doctrine politique d'abord, et on l'assimile à une pensée de type libéral, parce qu'en tant que doctrine, le pluralisme a été défendu depuis les premiers constitutionnalistes par les penseurs libéraux américains notamment. Les premiers pluralistes démocrates étaient d'ailleurs moins individualistes, comme on pourrait le penser, c'est l'attribut du libéralisme de nos jours, que préoccupés par le problème des factions, ou selon la terminologie moderne, le problème des groupes d'intérêt et des groupes de pression. Et la théorie démocratique hérite de l'héritage de tels penseurs, comme par exemple la pensée de Madison, qui dans Le Fédéraliste, qui est un recueil de textes publié en 1788 pour promouvoir une nouvelle constitution américaine, écrit à propos de la démocratie américaine: étendez sa sphère, elle comprendra une plus grande variété de partis et d'intérêts, vous aurez moins à craindre de voir une majorité avoir un motif commun pour violer les droits des autres citoyens. Et pour lui, le pluralisme favorise la conservation de la sécurité, de l'égalité, de la liberté et l'autogouvernement du peuple, en empêchant l'apparition et l'installation du pouvoir absolu, unique ou totalitaire d'une majorité. À sa suite, Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, fait de la défense du pluralisme le moteur de la démocratie. Et en fait, celui-ci, selon Tocqueville, permet d'éviter les excès de l'individualisme en favorisant le développement de la vie associative.
Et à l'instar de Madison, les penseurs pluralistes américains du champ politique, de David Riesman à Robert Dahl par exemple, considèrent que le pluralisme des factions, des partis et des intérêts est source de stabilité et l'expression la plus appropriée de la démocratie. Pour le politologue Robert Dahl, donc, le but d'un gouvernement démocratique n'est pas d'accéder au désir de l'individu ou même à la satisfaction du groupe majoritaire, mais de veiller à ce que le pouvoir soit justement partagé et soumis à la compétition du plus grand nombre de groupes représentant divers intérêts. Et le pouvoir, pour être démocratique, doit être soumis à l'épreuve de la compétition pluraliste en mettant aux prises une multiplicité de groupes qui cherchent à influencer les politiques publiques. Une démocratie véritable se reconnaissant selon Dahl à deux critères: l'existence d'une participation effective et l'organisation régulière d'une compétition réelle par le biais de systèmes électoraux compétitifs mettant en concurrence une multiplicité d'individus. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc, les deux critères de Dahl, l'existence d'une participation effective et l'organisation régulière d'une compétition donc par des systèmes d'élection participatifs. Et en fait, les libéraux s'opposent de fait à toute forme de ce que Dahl appelle monisme, car, comme le dit ce dernier, un système moniste est un idéal approprié à l'autoritarisme. Il ne peut pas être un idéal pour des démocrates, car pour le meilleur comme pour le pire, un démocrate moderne doit aussi être un pluraliste. C'est une thèse qui peut être polémique, évidemment, mais il faut remarquer cependant, comme nous allons l'observer, que si le libéralisme est souvent associé à l'anti-étatisme, l'organisation d'une pluralité dans le champ politique requiert précisément l'intervention d'un État, ce qui nuance quelque peu l'association immédiate du pluralisme au libéralisme. Et Dahl reconnaît lui-même dans Models of Democracy que ce régime qu'il appelle polyarchique, c'est-à-dire comportant de nombreux centres de décision et des pôles de pression extérieure au seul gouvernement central, ne peut exister que dans une sphère étatique qui l'institutionnalise et en fait ce qu'il appelle un organizational pluralism, pluralisme organisationnel, car en fait, pour lui, la piste, on va dire, anarchique n'est pas du tout envisagée dans un modèle de ce type, mais on pourrait aussi le concevoir. Et le pluralisme évoque en tout cas, dans de telles doctrines, un système anti-autoritaire. En tant que doctrine politique, elle défend, dans l'idée qu'on s'en fait, un état de droit peu intrusif et peu coercitif, qui accepte en son sein des conflits d'opinion et des tensions en les concevant comme impossibles à résoudre et en favorisant au contraire leur existence par un encouragement au changement et à l'alternance, politique comme idéologique, et à la circulation des idées, des personnes, à l'initiative personnelle au sein d'un cadre commun de valeurs respectées, ainsi qu'une défense des libertés individuelles, voilà, qui prend la forme d'une action publique qui légifère sur les rapports de force et les équilibres. Et on retrouve en fait cette pensée dans la plupart de nos systèmes démocratiques. En France, le Conseil constitutionnel a indiqué dans une décision du 18 septembre 1986 que le respect du pluralisme constituait une des conditions de la démocratie, puis a ajouté en 1990 que c'était son fondement. Et c'est le rôle d'organismes d'ailleurs tels que le CSA que de contrôler la l'égale représentation des opinions publiques dans leur représentation médiatique et pour offrir voilà, aux électeurs la diversité des opinions politiques entre lesquelles ils pourront ensuite trancher ou non d'ailleurs. Et il s'agit ici de la neutralité de l'organisation institutionnelle à l'égard des partis qui viendront occuper les fonctions qu'elle met en place en son sein en vue de la défense des libertés démocratiques qu'elle promeut. Et le pluralisme, en effet, de nos jours, est un terme qui appartient au champ de la pensée politique et qui peut désigner en vérité deux états d'un système. Au sens faible, si l'on veut, il s'agit de décrire une organisation tolérante envers les croyances et
comportement politique, en fait, c'est un synonyme du multipartisme, si on veut. Pour Hannah Arendt, le passage de la démocratie le passage au multipartisme, depuis un système de partis uniques, c'est finalement l'exigence qui permet l'invention démocratique. Et la démocratie correspond pour elle à un pluralisme doctrinal accepté au sein même de ce qu'elle appelle le vivre ensemble. En fait, un passage à la maturité et à la pleine responsabilité sociale. Et donc, pour elle, ça institue ce qu'elle appelle un ethos, un véritable style de vie où finalement l'échange d'opinions permet l'établissement de droits, de libertés, d'obligations réciproques. Et ce thème est largement développé à travers son œuvre, dans ses ouvrages sur les totalitarismes ou dans la crise de la culture notamment. Et précisément, le pluralisme des implications sociales, et dans le champ du social, il correspond à la multiplicité d'un tissu social dont on doit s'attacher à faire valoir la diversité, comme y insiste la tradition politique américaine, avec notamment ces espaces de débat, ces circonscriptions que voulait faire prospérer Jefferson, et qui sont ce qu'il appelle de véritables petites républiques à travers tous les États-Unis. Dans la tradition pragmatiste, qui se développe à la fin du XIXe siècle, c'est l'équivalent des espaces publics, dont Dewey appelle à la création, dans le public et ses problèmes notamment, ou dans la démocratie créative. Et ce sont pour lui des signes, en même temps que la condition, d'une démocratie véritable, où les institutions continueraient d'être animées par des actions citoyennes communes, sous l'égide de la loi, et des réflexions collectives intelligentes, où le conflit des opinions ne serait pas résolu par la force, comme sous les régimes autoritaires, mais accepté et compris comme la richesse, qui permet à la vie publique de rester vivifiée en assurant une participation de tous à la police, et au sein d'espaces polémiques encadrés par le droit. Chez Dewey, en fait, le pluralisme est une des conditions de possibilité de la démocratie, on y reviendra sans doute en fin d'année, et l'État a un rôle d'organisation de la pluralité, mais c'est ensuite aux citoyens d'accepter les actions participatives qui leur sont offertes, et il en va de leur responsabilité individuelle que cette pluralité de différences, dont les différences sont toujours exprimées et de ce fait contrôlées, ne soit pas anéantie par l'inaction civile pour laisser place à un système politique du même coup plus autarcique qui ne serait plus à même de répondre aux changements sociaux et à proposer des innovations qui permettent de suivre et de répondre aux demandes populaires par la suite, ce qui est un tort à la fois pour le peuple et puis pour le gouvernement en question, qui, une fois qu'il ne parvient plus à s'adapter à la réalité existante, pour finalement à sa perte ou à une transformation en régime antidémocratique. Et on peut se demander cependant quel statut peut avoir cette pluralité d'expression citoyenne. C'est un des problèmes qui se posent, puisque les opinions conflictuelles, d'abord, n'ont pas nécessairement d'issue, ou alors on peut se demander si justement on attend d'elles un consensus réunificateur, ou s'il faut trancher pour l'une plutôt que pour l'autre, et dans ce cas, si on les juge d'après leur valeur de vérité. Et il semble en fait que dans le pluralisme tel qu'on l'entend souvent, le système politique tolérant ne juge pas ses positions et croyances sur le plan de la vérité, mais envisage l'utilité de leur existence et de leur coexistence en fait pour la communauté, sans considérer qu'un discours a raison plutôt qu'un autre, puisque tous sont renvoyés en fait à des croyances qui seraient peut-être sans valeur de vérité. Et seule la position même consistant à défendre l'intérêt d'un tel équilibre, qui peut mener à des actions coercitives pour le maintenir, le conserver et l'organiser, en réprimant par exemple un mouvement d'opinion qui serait trop impérialiste ou qui serait prosélyte ou qui écraserait les autres mouvements d'opinion. Donc seul ce schème-là, finalement, est considéré comme possédant une valeur de vérité. A raison la position qui veut organiser la multiplicité des opinions. Et en quelque sorte, celle-là ne s'inscrit pas comme une opinion parmi les autres dans l'organisation qu'elle veut instaurer. Et finalement, c'est le fondement consensuel de tout système pluraliste qui semble apparaître ici, en même temps que le relativisme qu'il peut impliquer ensuite dans le champ de la pluralité qu'il englobe. Ce fondement peut d'ailleurs être respecté par les différents acteurs de fait d'intérêts tout à fait divergents, même si l'idée commune aux membres de ce pacte consensuel
de tolérance réciproque, d'organisation mutuelle de l'expression publique, et finalement que si le conflit était permis, il y aurait plus de risques à être finalement désagrégé par une opinion adverse que l'avantage n'est grand de conquérir les opinions et d'inscrire sa propre doctrine comme la plus importante finalement, ou la doctrine dominante. Et il s'agit en fait d'un consensus utile à la fois aux membres de l'organisation des opinions et puis au gouvernement pour sa stabilité. Et finalement, donc ce fondement semble dans le même temps, pour les dirigeants qui le défendent, un pluralisme reposant en fait sur un cadre de valeurs unique qui valorise la tolérance aux dépens du conflit des opinions, et ceci en vue de buts implicites qui forment même un arrière-fond normatif unique, qui serait la paix, l'équilibre des différentes couches sociales, leur bonne communication, qui satisferait les exigences démocratiques de chacun en facilitant l'entente sociale en même temps que la prospérité économique. Et l'une des questions qu'on verra sourdre tout au long de l'année, sous les systèmes pluralistes les plus divers, sera celle de l'existence d'un cadre moniste de ce type, de son apparente nécessité et de son statut, que ce soit un monisme méthodologique, épistémologique, ontologique, etc. Et on reviendra sur ces questions plus tard, mais donc ce cadre normatif, cependant en fait très peu explicité dans les systèmes politiques contemporains, agit comme s'il était évident finalement. Et par exemple, dans l'article intitulé « De la démocratie créative, la tâche qui attend toujours » de Richard Bernstein, un continuateur en fait de la pensée politique de Dewey, et reprenant le titre de son article « La démocratie créative », donc pour lui, le pluralisme des espaces sociaux de débat citoyen est défendu en vertu finalement de son utilité pratique, l'incarnation du citoyen qui est permise par là dans la vie politique de sa nation, la circulation enrichissante des idées, l'expression plurielle d'options gouvernementales susceptibles d'offrir aux institutions de meilleures capacités d'adaptation aux changements rapides du monde moderne, etc. Mais ce cadre lui-même, qui correspond en fait à la valorisation de la démocratie ici, n'est jamais justifié. Et cette pluralité de par ailleurs jamais évaluée dans le décor. C'est un usage régulateur que tous devraient partager, que certains entendent défendre de façon différente peut-être. Et ce que je dis là n'est pas une critique de la conception deweyienne de la démocratie, mais cela permet de se rendre compte du cadre politique souvent, je dirais, moniste qui la soutient. Je parlais ici du sens faible qu'on peut entendre dans un système politique pluraliste, mais au sens fort, dans le domaine qui ne serait plus seulement sociétal mais gouvernemental, il s'agit cette fois, quand on parle de pluralisme, d'une position d'un gouvernement politique souvent considéré comme désengagé si on porte un regard critique sur elle, neutre si on croit en la neutralité, ou sinon, disons, pondéré, sage si on veut la défendre, qui viserait à étayer l'idée qu'une seule position partisane ne peut suffire à protéger les intérêts de tous les membres de la communauté à tout moment, ni à régler les différentes crises qu'affronte le système, et qu'il faut par conséquent employer toutes les forces en présence en appliquant diverses grilles de lecture à un même problème pour l'envisager sous divers angles et choisir la meilleure approche. Et celle-ci empruntera peut-être à divers modèles, ou bien choisir d'adopter pour l'option d'un courant politique en ce qui concerne un domaine particulier du champ politique, comme la justice, et puis une autre option pour un autre champ politique, etc., en formant dans ce cas un gouvernement qu'on appellerait gouvernement d'union, par exemple. Et en fait, on vient de décrire là deux différents pluralismes déjà. Ce qu'on pourrait appeler un pluralisme de dissémination, qui tolère l'existence de courants d'opinion opposés et travaille même à leur équilibre, tout en les rejetant finalement hors des débats concernant la vérité, du côté des croyances particulières. Et puis un pluralisme de l'assimilation, sollicitant chacun des acteurs pour participer à une action commune. Dans les deux cas, l'instance qui établit cette tolérance passive ou ce partage des tâches actifs est bien l'autorité normative unique qui situe seule son discours dans le champ de la vérité.
Et on considère le pluralisme comme l'acceptation des diverses opinions et de leur coexistence dans un esprit de tolérance, mais ce pluralisme d'assimilation dont je parlais propose plus spécifiquement deux options, si l'on veut. L'une qui serait unitaire, l'autre parcellaire. Soit réaliser la synthèse de ces différents courants d'opinion dans un cas, ou bien reconnaître leur efficacité lorsqu'on leur donne des problèmes différents et particuliers à résoudre, en profitant de leur expertise dans le champ où elles sont adaptées. Bon, alors, là encore, il ne s'agit pas de rentrer directement dans le fond des problèmes du pluralisme politique, mais de tracer un cadre problématique en situant le concept de pluralisme dans un contexte concret. Et en fait, ce que je voudrais montrer aujourd'hui, c'est que des problèmes finalement comparables, en tout cas, mais équivalents, existent dans d'autres domaines de la philosophie, et que le but de ce séminaire va être aussi finalement de relier différents domaines apparemment très éloignés, enfin de relier, en tout cas d'examiner les liens que peut avoir une même notion, la notion de pluralisme, au sein de champs très divers. Et en fait, si la notion part dans l'utilisation commune qu'on en a aujourd'hui du domaine politique, je voudrais montrer l'intérêt de l'examiner dans d'autres champs, afin de considérer si les problèmes qui se posent dans le champ politique et dans d'autres champs de la philosophie ont un rapport, s'ils apportent les mêmes réponses aux mêmes problèmes, et s'il y a une cohérence finalement interne à la notion de pluralisme, en même temps qu'externe, c'est-à-dire entre les différents champs auxquels cette étiquette s'applique, ou dans les champs qui se revendiquent en tout cas de ce nom, de manière active ou passive. Et finalement, si dans le champ normatif, des positions pluralistes finalement existent, que ce soit en politique, en morale, chez divers relativistes, qui concernent simplement en fait la défense de la reconnaissance finalement d'une pluralité de positions et leur acceptation mutuelle, en fait c'est aujourd'hui, de manière assez générale, la deuxième acception dont j'ai parlé du pluralisme qu'on appellerait d'assimilation, qui fait sens, et notamment en éthique, comme on le verra, puisqu'il s'agit de trouver des principes d'action normatifs pour soi et pour les autres. Et il faudrait voir si un type de partage de ce type et la position visant à favoriser un de ces types de pluralisme fait sens aussi dans des domaines comme la cosmologie et l'ontologie. On essaiera de penser en tout cas de tels rapprochements. En morale, je reste pour l'instant encore un peu dans le champ normatif, en morale, les problèmes se posent un peu de la même façon qu'en politique finalement. De grandes synthèses de type unitaire ont été ébauchées au XIXe siècle en éthique, mais on y reviendra en fin d'année, mais c'est l'option que j'ai appelée finalement parcellaire, qui est souvent la plus défendue de nos jours quand on parle de pluralisme, et qui me semble être notamment celle de Bernard Williams, sur lequel je reviendrai en fin d'année. Il ne s'agit pas de constituer un grand domaine, un grand système synthétique, lorsqu'on défend un pluralisme moral, mais d'emprunter en fait à chaque courant ces principes dans le contexte où ceux-ci sont les plus adéquats, et finalement, sans défendre de manière engagée ce constat, en sociologie, des gens comme Bernard Lahire par exemple, on décrit justement l'homme contemporain comme partie prenante de multiples réseaux normatifs depuis notre enfance, réseaux qui sont concurrents, parfois même contradictoires, et dans lesquels cependant on puise nos chaînes d'action ou d'habitude. Voilà, et en fonctionnant ainsi. Bonjour, bienvenue. Bon alors, dans le cadre que je viens de tracer, se posent au moins deux grands types de problèmes que je vais essayer de mettre à plat. Dans le premier ensemble de problèmes, qui juge de la préférence à donner à un système plutôt qu'à un autre, selon les cas, ou en somme de son adéquation à la situation, que ce soit en morale ou en politique. En fait, il faudrait, donc je l'ai déjà sous-entendu, une instance qui ait le dernier mot sur les divergences entre partis ou programmes éthiques. Et l'acceptation de ce pouvoir doit être l'objet d'un consensus qui reposera dans le domaine des idées sur une légitimité reconnue. Et il faut donc identifier s'il est possible de donner une position de légitimité à cette instance de choix,
qu'elle soit un gouvernement politique appliquant des règles à l'échelle collective, ou la conscience réflexive d'un individu s'interrogeant sur un choix éthique personnel. Du point de vue de ce pouvoir, la question de l'unité dans la pluralité et de sa possibilité de réalisation se pose. Et ainsi que le synthétise Jean-Marie Donéghani et Marc Sadoun dans La démocratie imparfaite, dans le domaine du politique, je cite, « La démocratie, cette autre manière de dire le pluralisme, est toujours tendue vers la recherche de l'unité. » Du point de vue extérieur aux enjeux normatifs, si l'on considère à présent l'unité non plus de la foule démocratique ou des options morales, mais du discours même de la position de pouvoir qui permet de synthétiser cette pluralité d'opinions, là encore, on peut se demander d'où vient cette position principielle et première. Donc en fait, c'est d'abord la question qui se posera du regard et de sa place. D'où ce pouvoir de choix juge-t-il des cas en question? Depuis quelle position retirée? On a un accompagnement musical. Génial. Ça met un peu d'ambiance. Merci. Je disais donc, voilà, la question de la place du regard qui peut juger de l'adéquation d'un système ou d'un autre selon la pluralité des cas. Bienvenue Victor. On pourrait, voilà, cette position est difficile à concevoir. Position retirée à distance des prises de parti, on peut se demander comment cette instance de choix juge, comment elle décide de se placer là, comment elle fait accepter la légitimité de cette place si elle est intrinsèque, et on peut légitimement s'interroger sur la simple possibilité dans le domaine normatif de s'extraire des réseaux coercitifs, traditionnels, familiaux, sociaux ou économiques dans lesquels nous sommes insérés. On peut se demander si on peut se départir de ces présupposés moraux ou politiques quand il ne s'agit pas d'observation mais d'évaluation. Et il faudrait finalement un point de vue omni-englobant qui fasse la synthèse des diverses options possibles et sélectionne à chaque fois de manière impartiale la plus efficace pour un cas donné. Mais cela implique d'avoir des valeurs présupposées, sans quoi comment déterminer quel système serait le meilleur. Et cette efficacité d'une option plutôt qu'une autre implique une définition de la fin en vue de quoi un système moral doit être efficace, en même temps qu'une spécification aussi du type d'efficacité qu'on attend, de sa temporalité, ou des conséquences secondaires jugées ou non acceptables, etc. Il faut en fait un cadre normatif unique, partagé, pour que ce type de pluralisme fasse sens, apparemment. Il semble donc en dernière instance qu'il repose sur un monisme plus dogmatique encore et plus sauvage peut-être que celui des systèmes moraux institués. En morale, conscience se limite à cela, car il est souvent voilé sous une apparence de neutralité et d'ouverture à l'altérité. Et le deuxième ordre de questions qui se pose dans ce champ, c'est de se demander ce que devient un système moral, par exemple, ou quelque système normatif ou explicatif que ce soit à vrai dire, s'il n'a plus de valeur absolue, mais seulement une valeur contextuelle. Il semble que ce soit à l'opposé de la manière dont c'est longtemps définie la morale, où cela implique en tout cas de donner une définition spécifique de celle-ci qui demande à être explicitée. En quoi ces énoncés restent-ils dès lors des principes, par exemple? Ne perdent-ils pas leur puissance coercitive en devenant relatifs? On peut se demander quel est le statut des règles énoncées dans chaque contexte moral particulier. S'il est universel, en dépit du fait qu'elles ne fonctionneront pas dans d'autres cas, ou bien relatives à nos objectifs, à notre bonne volonté, à la vision que nous avons de leur fonctionnement et de leur efficacité. Et finalement, on pourrait suspecter, mais on essaiera d'interroger ça, et notamment à la fin de l'année, que cela détruit du même coup l'idée même de morale. Il semble que nous n'ayons plus en lieu et place d'un système rationnel que des règles de vie casuistiques, changeantes et modifiables en fonction de la façon dont le problème moral est présenté. Ce qui implique aussi un risque, leur manipulabilité par le pouvoir normatif qui décide du choix du système moral à sélectionner sur tel dilemme particulier. Donc en somme, la question qui se pose, c'est de savoir si on n'a pas affaire ici à un relativisme qui, sous couvert de juger chaque proposition morale ou politique intéressante selon les cas, impose en fait une chape dogmatique bien plus lourde, et à
qui obéira aux règles de formation de ce système normatif censément plus ouvert. Et finalement, voilà, cette problématique du pluralisme moral et politique, je l'ai dit, s'inscrivent dans un champ normatif qui pourrait sembler dissocier des préoccupations d'un champ, on va dire, plus descriptif, même s'il faudra interroger tout au long de l'année la légitimité d'un tel partage. Mais en tout cas, disons, si l'on prend acte d'une première différence de prime abord entre ce qui ressortirait du champ des règles éthiques, des règles morales, des rapports à autrui, des règles politiques, des généralement considérées d'un autre côté comme proprement scientifiques, qui semblent commander aux structures du réel qui nous entourent. Et les interrogations sur le relativisme apparemment inhérent aux racines du pluralisme, c'est tous ces ismes qui me font fourcher. Ce relativisme donc que j'ai pu décrire, finalement, donc aux racines du pluralisme qui ronge le statut principiel des commandements moraux, les questions portant sur la légitimité coercitive aussi du pouvoir qui établit la pluralité politique, la gère étrange parfois entre ces différentes influences, ou l'idée d'un cadre normatif et de son rapport au couple unité-pluralité, tout ça, ça pourrait sembler, voilà, de prime abord, si l'on n'est pas familier de ces domaines, des questions finalement étrangères à des disciplines, donc je dis plus descriptives, que ce soit en philosophie, la cosmologie, l'ontologie, mais aussi les sciences naturelles descriptives tout simplement, ou même certains pans des sciences morales, sociales. On ne voit pas nécessairement d'emblée en quoi la question pluraliste peut même se poser dans ces différentes disciplines, quand on ne s'est pas penché finalement sur une certaine littérature qui amène à ces questions. Aussi, sans entrer complètement dans la question une fois encore, puisqu'il s'agit d'un cours introductif, il nous faut nous arrêter un moment sur la signification du terme pluralisme dans ces différents champs, ce qui permettra de donner une idée globale des domaines problématiques que nous aborderons au cours de l'année, en même temps que de problématiser plus avant encore la question du pluralisme en la confrontant à nouveau à des interrogations concrètes de différentes disciplines. Alors, je ne vais pas faire ici un historique de la notion de pluralisme dans la philosophie, parce que bon, c'est une question assez énorme, et puis on aura le temps de l'examiner au fil de plusieurs séances, on va dire, historiques qui auront lieu entre la mi-octobre et la mi-novembre, avec notamment une intervention de Victor Béguin ici sur le pluralisme, la question pluralisme qui se pose dans la métaphysique classique et jusque chez Leibniz. Mais voilà, il faut savoir que de manière générale, la question des rapports entre unité et pluralité, dans l'origine engendrée ou non engendrée de l'univers, et le fondement absolu ou non donc de l'univers et des entités en son sein, cette question se pose depuis les présocratiques au moins, et en fait dans divers courants de spiritualité antérieure encore plus tard. Une des oppositions finalement les plus centrales de la philosophie, celle du monisme et du pluralisme, est établie dès le prologue du traité sur la nature du Parménide, dont il faut parler un petit peu, même si je ne suis pas un expert dans le domaine. Et voilà, ce traité, il nous en reste peu de choses, si ce n'est justement précisément un prologue et puis une partie qui traite de la vérité, face à une seconde partie qui traite des opinions humaines. Et en fait, il oppose, Parménide oppose dès le prologue, en fait, une conception de l'existence comme éternelle, de type moniste, et l'autre qui serait en devenir, donc de type plutôt pluraliste. En fait, la première vue, qui semble être celle défendue par Parménide, est que rien ne vient de rien, que l'être est un tout éternel et uniforme, qui peut être en ce sens ressaisi et possédé par la pensée, où il n'existe aucun vide finalement, aucune déperdition d'énergie, ni aucune création de force ou de matière, et où tout est immuable, les changements quotidiens étant disqualifiés comme illusions appartenant au champ
des opinions humaines, justement. Et face à cette position, apparaît au contraire l'idée d'un être en devenir, donc, à la pluralité ontique évidente, et l'importance d'une telle position, en son sein, tient, son intérêt, pardon, c'est justement qu'elle permet l'explication de l'apparition de la nouveauté. C'est un argument qui revient, comme j'ai essayé de le montrer déjà, dans le champ politique, où le pluralisme est supposé être un moteur créatif, une puissance d'adaptation au changement de la réalité sociale. Et en ontologie, en fait, une des grandes questions qui se posent, outre la classification en groupes et entités de plus en plus universelles de la diversité des étangs mondains et du niveau de généralité qu'on peut se permettre sans s'abstraire totalement de la réalité concrète de ces étangs, outre voilà, cette question un peu massive, il se pose la question de savoir comment fonctionne le changement, l'apparition de la nouveauté, et au niveau physique comme au niveau psychique, comment fonctionnent les mouvements. Si le monde est une totalité fixe, unie et éternelle, qui n'est pas déjà lancée dans le flux mouvant du devenir. Alors, il y a de multiples positions que je ne vais pas récapituler dans la philosophie antique sur ces questions. Il faut peut-être citer Anaxagore, qui est un des premiers représentants d'une position pluraliste en la matière, en défendant une théorie homéomère, où les différentes parties de l'être sont à la fois identiques et cependant plurielles dans un monde de substances multiples, toujours en transformation, où il n'existe pas chez lui en fait de plus petits éléments, c'est-à-dire qu'il considère que toute entité, tout être est toujours divisible à l'infini. En cela, il s'oppose à un autre type de pluralisme antique, qui est le pluralisme atomiste, sur lequel on va revenir notamment le 21 novembre avec une séance d'Heinz Wiesmann qui nous parlera des liens entre atomisme et pluralisme. N'hésitez pas d'ailleurs à prévenir les agrégatifs qui pourront être intéressés par cette question. Et donc voilà, pour tracer très rapidement le champ de problématique des atomistes, eux placent finalement au cœur de la réalité les atomes et leur mouvement sur fond d'un vide primitif, un mouvement qui est parallèle et qui cependant est influencé par ce qu'ils appellent le clinamen, une sorte de force transversale qui, pour les atomistes antiques, fait se rencontrer momentanément les atomes en des êtres qui se font puis se défont par hasard, même si au sein de cet atomisme indéterministe, Démocrite en développera une version déterministe, justement. Mais, encore une fois, on reviendra sur ces questions avec l'intervention d'Heinz Wiesmann. Il faut noter, justement, que d'emblée, l'Antiquité foisonne d'idées plus ou moins pluralistes, mais à des niveaux bien différents selon les auteurs, puisque certains philosophes, dans un cadre qu'on pourrait qualifier de moniste, défendent un pluralisme des attributs, d'autres un pluralisme des éléments, dont le cadre est parfois mal défini d'ailleurs, en définissant par exemple la réalité d'après quelques éléments essentiels, voilà, l'eau, la terre, etc., le feu. Et puis, il y a aussi un véritable pluralisme ontologique qui existe comme pluralisme des substances, mais d'autres auteurs défendront par contre un pluralisme épistémologique, c'est-à-dire de dire que ce qui est pluriel, c'est finalement la diversité de nos accès au réel. Et d'autres encore défendront un pluralisme métaphysique, où ce sont les chaînes de réalité qui sont multiples, mais pas les substances en leur sein. Alors tout cela, voilà, il faut bien le dire, sans qu'on utilise encore le mot pluralisme, qui ne naîtra finalement qu'à l'âge classique. Alors, en fait, le terme de pluralisme, donc il n'apparaît pas, je l'ai dit, dans le champ politique, mais métaphysique, et tous les dictionnaires à peu près sont d'accord sur la question, j'ai vérifié, il apparaît pour la première fois en 1720 chez Christian Wolff, et Lalande rapporte la distinction de ce dernier parmi les idéalistes entre les égoïstes, on dirait plutôt aujourd'hui les solipsistes en fait, et qui considèrent l'existence des êtres illusoires ou douteuses, et les pluralistes qui acceptent d'autres régimes d'existence. Kant fait un usage semblable d'ailleurs du terme dans son anthropologie. Et cette acceptation d'autres régimes d'existence peut d'ailleurs signifier deux régimes d'existence, et pas plus, car en fait, au XVIIIe siècle,
le dualisme, donc doctrine qui dans un domaine déterminé admet deux principes essentiellement irréductibles, est assimilé à un pluralisme. Et il nous faudra nous demander au cours de l'année s'il est possible de penser un pluralisme qui dépasse le dualisme, et on pourra étudier dans ce champ diverses hypothèses, que ce soit celle de penser un nombre extrêmement limité de principes, mais différents de deux, le trialisme, par exemple, ou au contraire, à l'autre extrême, penser une infinité d'éléments explicatifs essentiels aux réalités composites qui se font et se défont autour de nous. Alors le pluralisme, entendu comme l'acceptation de divers modes ou régimes d'existence, peut être encore considéré comme une thèse faible, héritée en fait de l'esprit de tolérance qui se développe au sein du courant des Lumières, en même temps que de la remise en cause des grandes oppositions classiques de la pensée occidentale. Et en fait, on parle dès la fin du XVIIe siècle de la pluralité des mondes, mais il ne s'agit encore que de sortir de la vision auto-centrée de la science occidentale sans défendre nullement le pluralisme ontologique en fait. Et notamment, il y a un livre de Fontenelle qui s'appelle L'entretien sur la pluralité des mondes, qui a été publié en 1686, qui en fait n'a rien à voir avec un pluralisme cosmologique, mais où en fait Fontenelle n'emploie le terme de monde que de manière vague pour désigner en fait les autres planètes du système solaire, même si il s'amuse par fantaisie à les peupler, mais finalement il ne s'agit que d'une vulgarisation de manière plaisante de l'astronomie telle qu'elle s'est développée depuis Galilée. Et cela nous permet du moins de comprendre que l'idée pluraliste, au sens de cette thèse faible, va être irriguée par les mouvements de relativisation et de décentrement de la place de l'homme dans le monde. Et après la blessure narcissique de l'héliocentrisme, les idées sceptiques et relativistes, on le sait, font florès, et le pluralisme, entendu comme reconnaissance de la pluralité irréductible ou de la diversité, se nourrit de l'ébranlement par les sciences humaines, les sciences naturelles, des catégories occidentales, européano-centrées, et nous interrogerons de manière serrée au cours de l'année la relation du pluralisme au relativisme, qu'il soit culturel, méthodologique, métaphysique. Mais voilà, à cette thèse faible de la reconnaissance d'une multiplicité au sein du monde, ou de la possibilité qu'il existe plusieurs principes explicatifs, doit s'ajouter immédiatement une thèse forte bien plus catégorique, celle de la nécessité de cette irréductibilité de la pluralité au niveau des entités mondaines. Et comme le rappelle donc le daté mais parfois utile vocabulaire technique et critique de la philosophie de Lalande, c'est Lotz qui a utilisé la première fois le terme de pluralisme en ce sens dans sa métaphysique en 1841, en le définissant, je cite, comme une doctrine selon laquelle les êtres qui composent le monde sont multiples, individuels, indépendants, et ne doivent pas être considérés comme de simples modes ou phénomènes d'une réalité unique absolue. Alors de nombreux critères sont proposés là, et qu'il nous faudra prendre le temps d'examiner clairement. Le Lalande parle en effet de doctrine, mais il est difficile de trouver un corps de doctrine unifié du pluralisme qui se revendique de ce nom. Et de fait, il existe une pluralité de pluralisme, et n'est mentionné ici qu'une thèse ontologique sur les êtres qui composent le monde. On ne mentionne pas, par exemple, l'idée d'une pluralité de monde elle-même, qui n'apparaîtra, il est vrai, comme hypothèse que, disons, dans la pensée métaphysique du XXe siècle et cosmologique. Cela peut paraître en fait contradictoire de parler du monde comme scène unique sur fond de laquelle se forme la pluralité, quand on dit que cette pluralité ne peut être renvoyée à une réalité unique dont elle ne ferait qu'instancier des modalités. Mais par réalité unique et absolue, on entend en fait ici quelque chose comme une chose en soi derrière la phénoménalité plurielle et changeante des objets mondains. Et il s'agit de se situer immédiatement dans notre rapport aux choses, sans questionner le monde comme structure globale ou comme fond phénoménal permettant la continuité de notre expérience des choses, comme nous y reviendrons dans quelques cours en détail,
qui constituera le niveau du pluralisme cosmologique. Au niveau des choses, donc, la thèse pluraliste semble pouvoir proposer une description de notre accès aux étangs, au sens large, alternative à l'intellectualisme et à l'empirisme. Alors, c'est évident au moins pour l'intellectualisme, puisque l'opposition récusée par le pluralisme entre mode et réalité ou phénomène et réalité reprend par exemple le dualisme classique, exemplifié notamment par Descartes, entre la chose et son essence et ses qualités secondes, qui sont certes sensibles, mais ne lui appartiennent pas principalement, puisque chez Descartes, les sensations ne nous donnent accès qu'à de la variation. Or, nous ne percevons pas un monde instantané, ponctuel, changeant et multiple ou indifférencié, mais un monde ordonné, stable, permanent en dépit des changements, qui implique finalement que cette perception nous soit donnée par l'entendement. Et cette même philosophie de la connaissance, prenant pour point de départ le sujet, peut être vue comme une piste philosophique qui finalement nous mène à la séparation qu'on obtiendra finalement chez Kant entre choses en soi, nous-mêmes, et puis phénomènes auxquels seuls nous avons accès. Le problème étant alors de justifier l'intérêt de penser un nous-mêmes en deçà du phénomène si il ne nous ôte en rien un quelconque aspect de la réalité. Plus largement, l'opposition entre mode et réalité renvoie en fait au partage entre la substance et ses manières d'être, et à la possibilité d'une réduction de ces modes à une substance unique. Et là, on peut penser à Spinoza, par exemple, qui a recours cependant à un système très complexe, sur lequel nous reviendrons probablement lors d'une intervention d'un élève, Vincent Leget, mais dont on peut dire en tout cas que Spinoza conçoit une infinité d'attributs à la substance, attributs tels que la pensée ou l'étendue, qui en fait substance voilà, a elle-même une infinité de modes chez Spinoza, donc, mais en fait cet immanentisme, on l'appelle immanentisme puisque en fait la multiplicité chez lui n'est pas une multiplicité accidentelle, mais finalement elle est la même chose que la substance puisque les attributs en sont la face perçue. Donc, derrière cet immanentisme, chez Spinoza, il y a encore l'idée d'une réalité unique, la nature, et en cela, on classe plutôt Spinoza dans une position moniste. Mais, encore une fois, nous y reviendrons avec l'intervention de Vincent Leget. Et donc, j'ai dit que le pluralisme, sur le plan gnoséologique, pouvait se voir comme une alternative à l'empirisme, également, ce qui est moins évident. En fait, il faut savoir de quel empirisme on parle, puisque cette thèse selon laquelle nos connaissances trouvent leur source dans la sensation, et plus largement ce qui se constitue comme notre expérience, peut tout aussi bien accepter une multiplicité des temps irréductibles que renvoyer ce flux sensationnel à une réalité unique, que ce soit finalement dans le matérialisme ou dans l'immatérialisme d'un Berkeley par exemple. Et à l'inverse, il y a un courant de l'empirisme comme voilà, le nominalisme, que ce soit le nominalisme logique, de l'empirisme logique, en épistémologie, ou un courant antiréaliste de l'empirisme, qui, en fait, ce nominalisme donc consistant à défendre la thèse selon laquelle les idées générales ou les concepts n'ont d'existence que dans les mots, servant à les exprimer, pourrait, dans son rejet des universaux, être vu comme une forme d'acceptation pluraliste de la diversité mondaine irréductible à des concepts omni-englobants, et plus encore à de grands principes comme ceux de la matière ou de l'esprit. Et précisément, après le niveau épistémologique, en fait, après les thèses qui défendent que nous n'avons accès à l'être à travers la pluralité phénoménale que de manière unique cependant, à travers les idées ou les sens qui nous donneraient un accès direct à la substance, il faut voir que le pluralisme s'oppose aussi, au niveau ontologique cette fois, au monisme, le pluralisme soutenant la thèse selon laquelle l'altérité, la diversité, l'hétérogénéité et la discontinuité l'emportent sur l'homogénéité, la continuité, l'identité. Et il faut immédiatement ajouter à cette thèse
la clause prescriptive rappelée par le Larousse du XXe siècle lorsqu'il décrit le pluralisme comme une doctrine philosophique qui proscrit la recherche de l'unité et des lois universelles, parce que dans ce monde, il n'y a que des êtres multiples, individuels. Et cet interdit de l'unité peut se penser de diverses manières. Il peut être dû, pour certains sceptiques, à l'inutilité d'une recherche sans objet, mais aussi, si l'on est pessimiste, à la vanité humaine d'entreprendre d'accéder à une unité qui toujours le dépasse, ou encore, pour les antidogmatistes, finalement, le monisme peut être vu comme un danger totalitaire, celui de l'acceptation d'une doctrine unique, qui pourtant est toujours une construction historique et qui donc peut être suspectée de poursuivre des fins particulières, voire de servir un pouvoir particulier dans l'histoire. Alors fondamentalement, si on fait un point sur le monisme, c'est donc une doctrine suivant laquelle l'univers entier constitue un seul être, partout essentiellement homogène, malgré la diversité des phénomènes physiques et psychiques en son sein. Et cet être possède en lui-même la raison de son existence et de ses lois. Et dans le détail, alors parmi les thèses monistes posant au principe de la réalité une substance ou un être unique, il faut distinguer entre plusieurs cibles différentes pour le pluralisme. Il faut d'abord séparer le monisme phénoménal, qui s'interdit d'étendre ses investigations au-delà des phénomènes, et le monisme transcendantal, si l'on veut, qui se le permet, et perçoit ainsi les phénomènes comme de simples expressions ou accidents d'une substance principielle transcendantale, ce à quoi s'oppose le pluralisme, comme nous l'avons dit. Bon, un bon exemple est celui du monisme, on va dire, idéaliste, même si ce terme est très large, d'un Plotin, par exemple. Et celui-ci, en fait, est d'ailleurs un exemple tout à fait frappant, parce qu'il se bat tout au long de son œuvre contre un dualisme, incarné, entre autres, par ses ennemis principaux que sont les gnostiques, mais à travers tous ces traités, court en même temps, justement, la tentation du dualisme, puisque finalement, voilà, Plotin veut penser l'engendrement de toute chose à partir d'un principe, qu'il nomme l'un ou le bien, et qui par débordement de sa puissance, voit d'abord ce qu'il appelle l'intellect en ses différents stades se séparer de lui, puis de là assiste à la naissance de la pluralité des âmes qui elle-même informe les corps. C'est un système à plusieurs niveaux à partir d'une unité première qui serait l'un, un principe de puissance finalement. Et en fait la question chez lui est toujours de savoir pourquoi l'un a dû se multiplier et voir une partie de lui-même se scinder, sachant qu'au sens propre, l'intellect n'est même pas une partie, puisque le principe n'est pas un composé, selon lui. Sans quoi il renverrait en fait un être antérieur non composé. Et en fait, l'intellect, donc dans la hiérarchie que j'ai décrite chez Plotin, est le résultat d'une émanation. Et en fait, la tentation de penser un second principe chez lui, qu'il appellerait la matière ou le mal, qui attirerait vers lui les âmes pour leur faire perdre leur pureté et leur proximité avec leur principe, est toujours présente. Sans quoi, en fait, l'existence même de la multiplicité sensible est inexplicable. Et Plotin, en fait, il faut le préciser, ne fait même pas une ontologie au sens propre, mais une méontologie, ou ce qu'on appellerait une énologie, c'est-à-dire une science de l'un, de l'unité, parce que chez lui, en fait, cette unité première, n'est même pas un être, on ne peut même pas lui attribuer le prédicat d'existence ou d'être, parce que sinon, à partir du moment où on prédit quelque chose, on peut parler de cette chose en deux sens. On pourrait parler de l'un si on disait qu'il existait en lui-même et puis comme existant, ce qui ferait qu'il perdrait son statut de principe premier, puisque chez Plotin, il y a toujours l'idée qu'à partir du moment où on peut parler d'une chose en deux sens, eh bien il doit forcément y avoir un principe antérieur qui, lui, n'est pas scindé. Donc, en ce sens, on ne peut même pas dire que l'un existe chez lui. C'est un
paradoxe apparemment surprenant, mais qui est au fondement de son énologie. Et finalement, donc, l'écueil de ce monisme, on l'a dit, est de penser la raison de la pluralisation d'un principe, si toute pluralité, toute diversité et toute versatilité de l'être provient originellement d'une unité. Bon, et c'est en fait un problème qu'on retrouve dans énormément de monismes, que de penser dans un système clos et assez fermé l'existence de la pluralité, sa raison, et comment l'expliquer justement, comment expliquer le déploiement de l'être dans toute sa pluralité à partir de quelque chose qui serait une singularité tellement pleine de l'être qu'elle n'aurait pas besoin de se déployer. Bon. Dans les monismes transcendantaux, qui, en cherchant à se faire une conception vraie de la nature, placent l'être au-delà de la matière ou de l'esprit, il faut en fait distinguer donc, ceux qui pensent l'absolu nouménal que je viens de décrire inconnaissable, soit parce qu'il excède toute prédication, comme chez Plotin, et qu'on ne peut en parler que de manière extérieure, soit parce que nous sommes enfermés dans le champ du phénoménal sans pouvoir le dépasser, et puis ceux qui le pensent connaissable. Et dans ce dernier cas, 4 solutions s'offrent à nous. D'abord, il y a le monisme rationaliste de type hegelien qui prétend déduire d'un unique principe supérieur, mis en évidence par la pure dialectique, la science absolue d'un être transcendant qui domine tous les phénomènes. Et ce monisme, on va dire, a été critiqué, mais finalement a été pris à revers par un autre type de monisme cosmologique qui, lui, justement, le critique parce qu'il perdrait contact avec la réalité et il voudrait au contraire partir du monde. Et le monisme cosmologique, donc cette deuxième solution de Fechner par exemple, part au contraire donc de l'immanence du monde pour en déduire, alors chez lui, un principe divin qui en organise l'harmonie. En fait, la difficulté étant toujours, quand on part de la pluralité du monde, de penser son état d'organisation. Et généralement, c'est là que l'hypothèse divine apparaît. Il y a finalement une autre solution qui a été proposée, qui est le monisme évolutionniste, qui fait de même, mais en fait imagine un être unique et pourtant en évolution, ce qui semble dès l'abord en fait un paradoxe logique, insurmontable, que compose en fait en principe un être absolu dont on observe le développement dans l'histoire ou qu'on étudie l'évolution historique pour en déterminer les origines dans un fondement unique, car en fait l'animation, le développement et en somme le changement formel d'un fondement principiel nécessairement intégré dans ces limites critiques qui ne sont pas explicitées. Et on peut enfin chercher à faire au contraire du présent, comme somme de tous les événements passés, le principe à l'œuvre dans la réalité, comme le fait le monisme de l'actualité de Wundt ou de Paulsen. Et le problème étant, en fait, qu'en s'intéressant à l'événement et à l'actualité, plutôt qu'à une substance éternelle qu'on déconstruit au contraire, on sape l'idée absolutiste du monisme et on ne justifie plus en quoi l'actualité devrait toujours être une et en quoi les événements mentaux et physiques, par exemple, partageraient quoi que ce soit. On voit en tout cas que ces monismes répondent à la caractérisation du premier ennemi du pluraliste. Il y a dissociation des phénomènes et de l'être en vue de trouver le principe essentiel qui subsume les premiers et les rend de ce fait inessentiels ou accidentels, ce que se refuse de concevoir le pluraliste. Les autres types de monismes que le pluralisme doit affronter et que nous avons appelés par schématisation phénoménaux, en ce qu'ils ne postulent pas nécessairement de plan transcendantal, et peuvent donc, de prime abord, éviter de se heurter frontalement au pluralisme, parce qu'il ne semble pas opposer la pluralité des phénomènes à un être en soi plus essentiel, même si nous allons voir qu'il reste en fait problématique aux yeux du pluraliste, se concentre donc, pour les uns, sur les phénomènes physiques, pour les autres, sur les phénomènes psychiques. Et se scinde donc en deux grands courants, si l'on doit simplifier les choses. D'une part, le matérialisme, pour qui la substance du monde est de nature matérielle et immanente, et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler le spiritualisme, qui englobe de nombreux courants idéalistes, le solipsisme, l'immatérialisme notamment, entendu au sens du courant qui défend l'unicité
d'une réalité au principe de laquelle se trouve l'esprit, que la réalité soit en définitive faite d'idées, ou encore de sensations, ou de simples représentations, ou encore qu'elle existe uniquement dans notre esprit. Nous n'entendons pas par spiritualisme les doctrines défendant simplement l'existence de l'esprit, par opposition à la matière, car celles-ci sont généralement dualistes, précisément. Et de même, quand on parle de matérialisme, on entend ici la thèse ontologique, concevant la matière comme principielle dans l'ordre du réel, et nous, la psychologie matérialiste, qui est les sciences naturelles, qu'on devrait en fait appeler plutôt naturalisme, disant se débarrasser de toute référence à la transcendance dans l'étude observationnelle et expérimentale des phénomènes et des épiphénomènes de la réalité. Et ce observationnisme peut être de l'existence de l'esprit, et que l'on est moins différent de son substrat physique. Bon. Alors, dans les monismes matérialistes, il faut faire le détail des adversaires auxquels je suis confronté naturaliste. Sa forme la plus évidente est le physicalisme. Une thèse développée depuis l'Antiquité, qui est soutenue jusque chez les auteurs contemporains comme Quine, pour qui toute entité existante, y compris le mental, est de nature physique. Et comme le résume François Jacob dans Esprit et Cerveau, un moniste matérialiste suppose que tous les phénomènes chimiques, biologiques, psychologiques, linguistiques, culturels et sociologiques sont des phénomènes physiques qui obéissent aux lois fondamentales de la physique. Bon, cette thèse se heurte aux critiques sur son réductionnisme, dans lesquelles je n'entrerai pas pour le moment et sur lesquelles je reviendrai, mais qui dispose d'une littérature abondante, évidemment. Des penseurs... Oui. Ah ouais, interviens, vas-y. Parce que une des raisons pour lesquelles on va plutôt parler de physicalisme que de matérialisme, c'est que la science physique au XXe siècle nous a appris qu'il y avait tout un tas de choses justement, qui sont scientifiques, c'est-à-dire que l'on va exhumer avec des protocoles expérimentaux, etc., qui ne sont pas du tout matériels. Et même depuis Newton, en fait, puisque une force, ça n'a rien de matériel. Et pourtant, tu peux en rendre compte par un protocole scientifique. Tout ce qui est de l'ordre des énergies, aujourd'hui la matière noire, toutes ces choses-là, enfin on dit matière noire, mais ça n'a rien de matériel en réalité. Même une antiparticule, qu'est-ce que c'est enfin, tu vois, tout ça n'a rien de matériel au sens où l'image un peu qu'on a de la matière. Et c'est pour ça que, en fait, on va parler de physicalisme pour dire que le discours qui va être produit est soumis à des critères protocolaires d'expérimentation pour eux, mais ça laisse ouvert un certain pluralisme, en un sens, puisque l'on a affaire à un discours scientifique qui dit, il y a des, tu vois, une énergie, qu'est-ce que c'est pas du tout matériel, une force, qu'est-ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Descartes trouvait ça ridicule, l'idée de matériel. Enfin, qui s'interagir à distance, il y a un milieu, Voilà, merci de le préciser. Mais au sens de discipline, la physique comme discipline. Pas physique, on ne comprend pas pourquoi c'est une discipline méthodologique, on admet que c'est... Oui, mais c'est une portée ontologique. C'est une portée ontologique. Ça ne caractérise pas son entité en termes de situation, mais en termes de la façon dont on a fait. Non, parce que si tu t'en tiens à l'épistémologie, si tu t'en tiens à l'épistémologie, tu dis... Mais non, mais justement, si tu t'en tiens à l'épistémologie, tu dis cette force, par tel et tel protocole, je peux la mettre au jour, et la différence physicaliste va plus loin, et il dit
de l'énigme du jour, et par ailleurs il fait sens de soutenir que ce n'est pas seulement, ce n'est pas seulement épistémologique, mais c'est ontologique, là ça devient ontologique. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un critère qui qualifie, il n'y a pas un critère ontologique qui qualifie une entité de physique ou non. C'est juste un critère ontologique qui fait qu'on qualifie une entité de physique. Il n'y a pas de critère qui qualifie une entité de physique. C'est pas ontologique. Ouais, non, mais effectivement, merci pour la précision, c'est intéressant. Et donc voilà, moi je parlais de la thèse minimale qui d'ailleurs est peut-être effectivement très peu défendue, mais simplement du statut, donc si on fait le partage ontologique au sens voilà, purement et simplement physique, physique non pas au sens de la discipline, mais au sens de l'idée qu'on se fait de ce que c'est que la matière pour des éléments voilà, autres que des éléments évidemment matériels. Bon, mais j'imagine qu'on aura le temps de revenir aussi sur ces questions. Si je détaille donc les types de monisme matérialiste, un monisme se détache celui des mécanistes, comme Lamétrie ou Dolbach, qui en fait assure que tous les phénomènes physiques et vitaux, de la plante à l'homme, relève d'une description entièrement quantitative qui est encadrée en fait par deux facteurs, la matière homogène et le mouvement local, qui forment le cœur de ce qu'on peut appeler pour eux la matière. Donc matière homogène, mouvement local. Là, voilà, outre les questions, les objections envers le réductionnisme qui sont toujours l'objet des monismes matérialistes, on peut justement dénoncer aussi dans ce matérialisme mécaniste l'impossibilité d'expliquer le changement dans la matière, à moins de penser dès l'origine de celle-ci une duplicité qui est visible dans la présence de deux facteurs en son sein chez des auteurs justement mécanistes, en essayant de penser déjà à la fois mouvement local et puis matière homogène. Et en fait, bon, c'est toujours la grande question du changement ou du mouvement dans les systèmes monistes que j'essaye de mettre en évidence. Et en fait, plusieurs systèmes monistes différents ont essayé d'y répondre. Et à ce mécanisme, il y a le monisme dynamique qui ajoute justement la notion de force, censé expliquer de manière qualitative cette fois l'influence de l'action du mouvement et en être la source. À l'origine de toute chose se trouve donc une force dont l'univers procède par voie d'émanation. Une force unique pénètre, dirige toutes les transformations de la matière et se trouve toujours identique à elle-même à travers les étapes de l'évolution cosmique. Et ce monisme dynamique est par exemple défendu par Carbonel dans le deuxième chapitre des Confins de la science et de la philosophie. Mais là encore, il semble qu'un problème de dualisme inhérent à ce modèle se pose, puisque Carbonel, pour expliquer le mouvement, le changement et l'action des forces, est en effet obligé d'imaginer une matière formée de deux éléments inconciliables, sans quoi aucune force ne pourrait se créer entre des pôles. Alors je cite, il distingue en fait ce qu'il appelle l'atome pondérable et puis l'éther. Il dit l'atome pondérable, placé au sein de l'éther, condense par attraction un certain nombre d'atomes éthérés qui désormais forment autour de lui comme une atmosphère. Entre deux atomes ainsi entourés, une force intervient, composée 1. de leur action mutuelle, 2. des attractions que chacun d'eux exerce sur l'atmosphère de l'autre, 3. de la répulsion mutuelle des deux atmosphères. Si la distance est telle que cette dernière force soit inférieure à la somme des deux autres, les deux systèmes se rapprocheront, mais il arrivera nécessairement un moment où les deux atmosphères seront suffisamment voisines pour faire prédominer la répulsion. À cette distance, les deux systèmes forment une figure d'équilibre. Bon, alors évidemment il y a des limites scientifiques à ce genre de description, mais surtout l'intérêt de le lire aujourd'hui, c'est justement qu'on voit la difficulté de théories comme celle-ci à expliquer le changement dans un système purement moniste où tout est de l'ordre du même.
et où finalement il faut penser des interactions entre des entités distinctes, où on retrouve finalement souvent un certain dualisme. Bon, et un quatrième type de monisme matérialiste est le monisme énergétique, et il s'agit de remplacer le concept de force restreint au monde physique par celui d'énergie, plus imagé, mais s'étendant à tous les phénomènes et leurs particularités, de l'énergie motrice à l'énergie calorifique, l'énergie lumineuse, l'énergie nerveuse. Et d'après, par exemple, le chimiste Wilhelm Ostwald, qui défend ses thèses dans un article de la Revue générale des sciences pures et appliquées de 1895, intitulé La déroute de l'atomisme contemporain, il affirme que contre l'analyse séquentielle et la discontinuité, il faut que l'homme de science retrouve la continuité élémentaire de cette énergie dont les formes multiples se transforment réciproquement sans accroître ni diminuer la valeur de leur somme. Alors, encore une fois, outre les problèmes observationnels qui pèsent aujourd'hui en défaveur de ces thèses, le pluraliste relèvera qu'elle pousse à la réduction des activités de la vie rationnelle aux activités de la matière et qu'elles identifient complètement les phénomènes psychiques, intellectuels et physiques. Mais ça pourra être mis en question, évidemment. Et finalement, voilà, le dernier type de monisme matérialiste qu'on peut décrire, qui accroît encore en fait le rôle du psychisme, c'est un monisme de type illozoïste qui affirme que la matière étendue est partout dotée d'un principe psychique doué de sensations et de volonté, monisme qui est défendu par Hacke, Marcinovski ou Haeckel, mais qui pose divers problèmes scientifiques en même temps qu'il reste soumis aussi à des thèses réductionnistes, à des critiques sur son réductionnisme. Mais je pense qu'on reviendra là-dessus dans l'année. Alors, nous voyons se dessiner quelques-unes des raisons de l'opposition du pluralisme à cette forme de monisme matérialiste. Et il faut cependant ajouter immédiatement, pour complexifier encore un peu ce portrait que j'essaye de rendre le plus clair et le plus simple possible, que le matérialisme peut également être un pluralisme, dans sa déclinaison atomiste notamment. On aura une séance là-dessus. Et il faudrait cependant se demander, ce que nous ferons en détail, si le fait de présupposer au fondement de la réalité la matière ou l'atome n'enferme pas toujours la multiplicité du réel dans un cadre moniste, quand bien même on décrirait en son sein un paysage changeant, dynamique et fluctuant. Et il en va de même pour l'illozoïsme en général, il apparaît chez Empédocle en fait. C'est que finalement la matière chez lui est diverse, mouvante, vivante, mais il reste que c'est la matière qui est conçue comme le principe éternel de toute chose. Et ce problème, en fait, se pose également, dans le cadre du courant adverse, voilà, d'obédience plutôt spiritualiste, j'ai dit, lorsque, par exemple, quelqu'un comme Leibniz essaye de défendre ce qu'on a pu appeler un pluralisme ontologique, qui est fondé sur la théorie de l'expression, où chaque détail, à l'infini, est fondé en raison dans la loi de la substance individuelle, et en fait, Leibniz accepte à un niveau métaphysique une structure atomique de la réalité, où les substances individuelles se décomposent en dernière analyse en monades, c'est-à-dire en substances simples, principe d'activité d'emblée différencié, et en ce sens, en fait, la différenciation des substances se fonde chez Leibniz de manière ultime sur la variété infinie des monades. En vertu du principe de raison, dont le principe d'indiscernabilité des identiques est une conséquence, deux atomes ne peuvent être identiques, et ceci fait que les atomes matériels sont rejetés chez lui, car ils n'ont pas de principe interne de différenciation, tandis que les atomes spirituels ou monades, possédant un tel principe, obéissent au principe de raison et au principe de discernabilité des différents. Et cependant, ces unités plurielles que sont les monades ne sont que des points de vue sur la monade, chez lui, l'unité substantielle au fondement de l'ontologie lénicienne. Et Hegel décrira Dieu comme la monade des monades, justement. Mais on reviendra, je pense, aussi sur ces questions avec l'intervention de Victor. Alors voilà, on vient d'évoquer un exemple du deuxième type de monisme phénoménal qu'il faut passer en revue brièvement, ce qu'on a appelé les monismes spiritualistes, par opposition au monisme matérialiste.
Le monisme spiritualiste ne cherche pas plus que le monisme matérialiste à découvrir le principe explicatif de l'univers dans une réalité transcendante ou sous-jacente au phénomène, mais en s'en tenant au phénomène psychique, elle entend déduire la matière de l'esprit ou considérer celle-ci comme une manifestation inférieure de l'esprit, quand le matérialisme réduisait au contraire l'esprit à la matière.